Salut tout le monde, donc changement de décor, pas changement de pièce, mais changement de décor, puisque je suis assis. Et pourquoi je suis assis? Parce que je vais vous raconter des histoires. Il y a quelques temps, je suis allé faire une intervention au collège d'Estonac, à Lyon. Et de cette intervention sont venues des idées qui sont transformées en histoires. Et en fait, la classe de 6e 2 du collège d'Estonac a imaginé des histoires autour de l'univers d'Interfield. Et comme je l'ai trouvé vachement bien, très créative, je vais vous les lire, comme je vous raconte une histoire. Donc, visuellement, ça va pas être extraordinaire, ça va être moi qui lis, des fois qui prend une petite tasse de thé, mais c'est tout. Mais en tout cas, les histoires, j'espère qu'elles vous plairont, et peut-être qu'après, à la fin, je ferai une petite réflexion sur ces histoires et ce que moi, elles m'ont apporté. Voilà, donc j'arrête maintenant de bouger ma main comme ça, et je commence la lecture des histoires. Donc, nouvelle futuriste des 6e 2, collège d'Estonac, Lyon, autour d'Interfield. Introduction. Le vendredi 14 juin 2019, dans le cadre du cours de français, avec Madame Grumel et Madame Jacquemin, la professeure documentaliste, nous avons rencontré Antonin Inger, moi, l'auteur d'Interfield, mon livre. Ce roman est une histoire qui se passe dans le futur. Une personne a réussi à coder les émotions et à créer un réseau social, Interfield, un réseau social, Interfield, qui permet de les partager. Pour la population, c'est comme un sixième sens. Dans le livre, on trouve aussi l'opale, une pierre connectée qui est révolutionnaire, car elle peut créer toute forme d'hologramme, et bien d'autres choses. L'auteur nous a expliqué son fonctionnement, il nous a donné des conseils pour écrire une histoire. Il nous a présenté 4 étapes. Les idées générales, personnages, thématiques, cadre, le lien entre les idées, c'est-à-dire la construction de l'intrigue, de schémas narratifs, l'écriture en elle-même, et la relecture avec les ajouts, les suppressions, des corrections éventuelles. Ce qui est un peu ce que je dis dans toutes mes vidéos et mes articles, voilà, qu'il faut faire ça par étapes, par couche, qu'on ne peut pas dès le début écrire un texte parfait. Par groupe de 3 ou 4, nous avons dû à notre tour inventer une histoire qui se déroulait dans le même univers avec la présence d'Interfield et des opales. Voici nos nouvelles, bonne lecture, les 6e 2. Une première nouvelle, Le jour de trop, par Amélie, Anaïs et Victorine. Prologue. Je m'appelle Élise, j'ai 12 ans. Pour moi, le monde est normal, mais il peut paraître surprenant pour vous, lecteurs de 2019. Ici, en 2069, il n'y a plus d'animaux. La viande se fait chère étant donné que vous en avez trop mangé. C'est pas moi qui le dis. Hein. Chaque jour, il fait de plus en plus chaud, bien que toutes les voitures soient électriques, et que des panneaux solaires et éoliennes soient partout présents. C'est pourquoi ma ville est sous une bulle atmosphérique. Heureusement, il n'est pas trop tard pour changer le monde. Donc l'histoire commence. Le 20 juillet 2069, la Troisième Guerre mondiale est déclarée entre les France et les USA. Les USA nous attaquent et percent notre bulle, la chaleur se répand. Tout le monde se réfugie dans les égouts. Le noir m'envahit, mais ce n'est pas à cause de l'obscurité des égouts. La lumière revient. Je semble être la seule réveillée. La chaleur ressurgit, comme si le soleil était présent. J'essaye d'attraper mon opale, mais par erreur, j'appuie sur un mauvais bouton. Tout d'un coup, je me retrouve seul dans les égouts, comme si rien ne s'était passé. Je fais surface, mais personne ne semble me voir. Je rentre dans ma résidence, paniqué. Soudain, j'aperçois une fille qui se tient devant moi. Elle me ressemble étrangement. Les mêmes cheveux, le même regard, les mêmes yeux, le même sourire, et cette même joie de vivre. La fille qui se tient devant moi n'est autre que moi. Ah, je comprends soudain tout. Je regarde mon opale, elle affiche 2068. J'ai remonté le temps d'une année. Je commence à discuter. Salut, je suis toi en 2069. Je lui explique ma situation. Je parais surprise. Enfin, elle. Elle se met à courir tellement elle a peur. Je réussis à la rattraper et,
elle a rassuré au bout d'un long moment. Je la convainc de m'aider de cette mission. Arrivés à l'Élysée, nous réussissons à nous infiltrer dans le bureau du président et à obtenir son numéro. Élise appelle alors pour le faire venir et lui faire signer à son insu un papier sur lequel est écrit « Armistice ». Le président signe, je les récupère et je l'envoie immédiatement aux USA par l'opale du président. Je remercie Élise de m'avoir aidé. Je constate que le réseau d'Élise affiche de la tristesse. On retourne précipitamment dans les égouts, je prends mon opale, je cherche désespérément le bouton qui m'a emmené jusqu'ici. Au bout de quelques minutes, je parviens à retrouver ce bouton extraordinaire, je me retrouve alors propulsé en 2069. Rentré chez moi, je m'aperçois que les dégâts de la guerre ont disparu, mais aucun de mes proches ne se souvient de moi. Épilogue. Élise, après avoir traversé le temps, est entrée dans une faille temporelle. Son existence est restée dans le passé. C'est pourquoi personne ne se souvient d'elle. Son corps est resté endormi en 2068, mais son esprit vogue en 2069. Deuxième histoire. Malheur à l'hôtel. Par Baptiste, Gabin et Lucas. Il est 6 heures du matin, j'entends un bruit qui vient de la porte. Deux personnes parlent. L'un parle d'une fiole qui contient une épidémie. L'autre dit qu'il faut la reprendre dans l'eau de l'hôtel. En effet, depuis hier, je suis logé dans un hôtel lyonnais. Je ressens une joie de tuer provenant de l'esprit des deux personnes. Bref, il faut que j'intervienne. J'avance vers ma porte et je l'ouvre, mais personne. Peut-être ai-je une vision, car j'en ai déjà eu par le passé. Mais cette fois, j'en suis sûr, cette vision va devenir réalité. Alors je décide de sortir de ma chambre et d'aller voir de plus près. Pour aller dans le haut de l'hôtel, je dois passer par une sorte de cave. Cette dernière est située au sous-sol de l'hôtel. Un peu bizarre pour aller prendre son petit déjeuner. Mais alors que je rentre dans cette salle, j'entends un bruit étrange, comme si une bête était derrière moi. Je ressens alors, grâce à Interfile, que quelqu'un a une envie de massacre. Mais je ne sais pas qui. Je me souviens alors qu'une des deux personnes a dit que l'épidémie allait se répandre dans moins de 30 minutes. Tout d'un coup, je vois une main se poser sur mon épaule. Mais cette main n'est pas normale. Alors je me retourne. Un zombie. Je me mets à courir de toutes mes forces de tout l'hôtel sans me retourner. 2 à 3 minutes plus tard, je trouve un pied de biche sur le sol. Alors je me retourne, mais le zombie n'est plus là. J'ouvre la porte de l'escalier de secours et d'autres zombies m'attendent. Ils sont 4, 5 ou même plus. Tous veulent m'attaquer, je le ressens de leurs pensées. Alors ils m'encerclent. Je le sais, je le ressens. Ils n'ont pas de pitié, ils veulent tous me manger. Tout à coup, ils commencent à m'attaquer. Je me dis que c'est la fin pour moi. Quand soudain, 2 hommes, vêtus de fusils, arrivent et me sauvent. Les 2 hommes ont disparu en me donnant l'antidote pour arrêter l'épidémie. Troisième nouvelle. « 10 minutes top chrono » par Brioc, Lucas et Nathan. C'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui s'appelait Elena. Elle rentrait chez elle après une longue journée d'école. Comme elle était fatiguée, elle s'amusa avec son opale et se fit une trottinette électrique et plein d'autres choses. Tout d'un coup, elle sentit son opale surchauffer. Alors qu'elle fabriquait autre chose, son opale se mit à briller. Elle dut fermer les yeux à cause de la lumière. Quand elle les rouvrit, elle se trouvait dans une grande forêt. Elle se mit alors à l'explorer, en se demandant où elle était. Elle entendit un grand rugissement et se cacha. Le sol se mit à trembler. Un T-Rex apparut. Elena se rendit compte qu'elle était chez les dinosaures. Elle en vit un autre. 9 minutes plus tard, le dinosaure la trouva et s'apprêta à la manger quand, heureusement, l'opale la téléporta. Elle comprit que toutes les 10 minutes, elle se téléporterait ailleurs de l'espace-temps.
Elle se leva et demanda à un homme qui passait par là. En quelle année suis-je? En 956, pourquoi? Non, pour rien. Si vous êtes perdu, je peux vous aider. Non. Une amie vient me chercher pour que j'aille chez elle. Ah bah, au revoir et à bientôt. Une nouvelle téléportation se produisit. Elle était au temps des gladiateurs romains, au centre du Colisée, muni d'une armure et d'une épée. Elle vit un des gladiateurs armé jusqu'aux dents lui foncer dessus. Elle esquiva, enleva son armure et est sortie en courant. Elle se cacha pour éviter la foule des spectateurs furieux que quelqu'un se soit échappé du Colisée. Elle connaissait la ville par cœur, grâce au cours d'histoire de sa très gentille professeure. Et elle se téléporta à nouveau. Elle était dans une tranchée. Elle se rendit compte qu'elle était en plein milieu d'un combat, de la Première Guerre mondiale. Elle observa autour d'elle, et une énorme bombe explosa. Elle savait qu'elle avait 10 minutes à survivre. Un policier s'approcha d'elle et lui demanda ce qu'elle faisait ici. La fille n'a pas eu le temps de lui répondre, elle se téléporta. Ce manège dura bien longtemps. Antiquité, Seconde Guerre mondiale, fin du monde, ou même Révolution française. Elle se trouva à l'anniversaire de ses 5 ans, le jour où elle devait recevoir son opale. Elle revoyait ses parents qui étaient morts dans un accident de voiture l'année de ses 6 ans. Quand elle se mit à pleurer, une goutte tomba sur son opale qui arrêta de grésiller. Elle voulut les prévenir du danger qui les menaçait grâce à un terre-fil. Elle était très attristée et pensait à la mort de ses parents qui allait survenir un an plus tard. Apparemment, ils réagirent aux pensées de leur fille que pourtant ils ne voyaient pas. Elle réussit à les prendre dans ses bras, mais elle était invisible pour eux. Puis la téléportation fit son effet, mais comme l'opale avait arrêté de surchauffer, elle se trouva sur son point de départ dans la rue. Après s'être remise de ses émotions, elle rentra chez elle. Et quand elle arriva, à la place de sa mamie, ses parents ouvrirent la porte. Elle était émue. Le secret de la lune, par Andrea, Manon et Juliette. Nous sommes Noémie et Chaïsi, des jumelles, et nos parents, Séverine et Sylvain, travaillent à la NASA. Nous allons vous raconter notre histoire. Tout commença pendant les vacances d'été 2019, plus précisément le 25 juin. On avait alors 12 ans. Nos parents avaient prévu un voyage avec nous et une de nos amies, Victoria, dans le système solaire. Nous partîmes très tôt le matin et visitâmes les planètes. Mais au retour, nous traversâmes une pluie de météorites et, malheureusement, nous ne pûmes en éviter une. Elle se cracha sur la fusée, atterrissant sur le bouton de séparation. Cela déclencha donc la division des fusées. Victoria et nous, d'un côté, et nos parents de l'autre. Nous trois atterrîmes sur la Lune. Nous pensions que nos parents étaient morts. 2 heures après, nous sortîmes de la navette pour explorer les alentours. Tout semblait calme. 10 minutes plus tard, nous arrivâmes vers un rocher quand soudain nous nous sentîmes tirés sans comprendre et par peur, nous nous mîmes à crier. Nous nous retournâmes et hurlâmes. À l'aide! Des aliens! Et nous endormirent avec un morceau de tissu imprégné de chloroforme. Mais avant, on les avait vus appuyer sur un rocher et un trou se former. Nous vîmes qu'ils allaient jusqu'au centre de la Lune avant de nous endormir. 3 jours plus tard, nous nous réveillâmes, attachés à une barre de fer, droite comme un piquet. Prisonnières depuis 15 ans, nous faisions toujours la même chose. Le matin, nous nettoyions le labo. En fin de matinée, nous prenions le seul temps pour nous de la journée, mais les aliens ne le savaient pas. C'est le moment où nous élaborions le plan de l'évasion. Puis, nous mangions un liquide rouge qui avait un goût infect. L'après-midi, nous devions expliquer aux aliens le quotidien des humains, et ils nous rattachaient pour la nuit.
Un jour, ils nous torturèrent, car un des aliens avait trouvé des plans de l'évasion. Notre punition était de ne pas manger pendant une semaine. 10 ans après notre torture, notre amie Victoria se fit tuer car elle avait essayé de récupérer un couteau laser pour couper la corde afin de nous sauver. Très triste, nous pleurâmes pendant au moins 3 semaines. Mais nous pensions toujours au plan inachevé de l'évasion. 5 ans plus tard, nous avions enfin réussi à finir de nouveaux plans de l'évasion. Le jour était arrivé. Shaisi prit le couteau laser avec ses jambes, le lança dans ses mains et cassa la corde. Nous nous faufilâmes derrière les lasers et les tables médicalisées. Nous arrivâmes vers la soucoupe volante et embarquâmes, destination la Terre, et plus précisément l'Amérique de la NASA. Mais en commençant à décoller, nous nous aperçûmes qu'un alien était accroché à l'arrière de la soucoupe volante. Nous décollâmes et secouâmes la fusée. La soucoupe volante et le petit alien se fracassèrent contre le labo. De l'atmosphère, nous fûmes heureuses de retrouver enfin la Terre. Arrivés vers un avion, nous le suivîmes, car il était inscrit « American » sur la coque. Nous étions arrivés à destination. Kevin et le bug d'Interfield, par Enzo, Mehdi et Mohamed. Un garçon nommé Kevin joue à un jeu auquel tous les enfants du monde jouent. Quand il joue, il n'arrive plus à s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit fatigué. En effet, quand il joue, son esprit se téléporte dans le jeu grâce à l'opale et repart dans son corps, toujours grâce à l'opale. Mais un jour, son esprit reste bloqué dans les serveurs d'Interfield. Kevin trouve un moyen de communiquer avec ses parents grâce à l'opale en l'utilisant comme un téléphone. Kevin leur dit d'aller dans les locaux d'Interfield et de reconnecter les serveurs du jeu. Mais le problème est que les locaux d'Interfield ne sont pas en France mais à Washington DC, au bout du monde. Le prochain vol pour Washington est dans une semaine. De son côté, Kevin doit trouver une clé qui sert à ouvrir une porte qui mène à la sortie du jeu. Cette clé est très difficile à trouver car il faut passer 3 épreuves. Il doit d'abord traverser le royaume des tacos sans se laisser tenter par un de ces délicieux sandwichs mexicains. En effet, si on mange un tacos, on reste bloqué dans ce royaume jusqu'à la réinitialisation du jeu. Malgré sa faim et son envie de dévorer, Kevin réussit à passer cette épreuve redoutable. La deuxième épreuve est physique. Il doit se battre contre un ogre à main nue. Le combat est digne d'un Mohamed Ali versus John Cena, mais Kevin réussit quand même à gagner avec des blessures à la côte et au fémur. La dernière épreuve est une course contre les gangsters. Il doit leur voler la clé qui mène à la porte. Il se cache dans un entrepôt où ce gang se réunit. Il prend la clé, court vers une décapotable 9999 chevaux et se dirige vers le commissariat où il sait que les policiers le protégeront. Un gangster vise le pneu de la voiture, mais le rate de peu. Il arrive au commissariat et heureusement les policiers repoussent les gangsters. Kevin court jusqu'à la porte. Une semaine passe. Les parents de Kevin arrivent à Washington. Ils se dirigent vers Interfield, mais un gardien de sécurité les empêche d'entrer. Par chance, le directeur qui allait rentrer chez lui passe devant les parents de Kevin qui lui expliquent alors leur situation. Touché, le directeur est d'accord pour redémarrer les serveurs. Ses parents disent à leur fils de se préparer pour actionner la clé et font un compte à rebours. 3, 2, 1. Kevin actionne alors la clé et retourne dans le monde réel. Il court dans les bras de ses parents et remercie le directeur. Désormais, Kevin ne joue plus à ce jeu et préfère lire des romans. Meurtre à Paris, par Aurel, Jules, Naël et Noé. Le jour de l'inauguration des 180 ans de la Tour Eiffel arriva. Pour fêter l'événement, le président Albert de Lamare mangea au restaurant Eiffel avec son avocat. Quand il sortit du restaurant, un laser lui traversa la tête. Rien n'est aussi précis que le R72. Nous,
les enquêteurs de la PEJ devions agir. Il semblait ne pas y avoir de complices car un seul rayon avait été tiré. Nous questionnâmes l'avocat Noé de la famille de Lamar le lendemain du meurtre grâce à Interfield. Où étiez-vous hier à 21h16 ? J'étais chez moi en visionnant mon programme favori. Quel est votre soi-disant programme ? J'ai regardé Demain sans vie, puis je suis allé dormir. Merci pour ces informations. Au revoir. Le fils du président, Paul, avait non seulement hérité de la fortune importante de son père, mais également de sa fonction de chef d'État. Nous partîmes recueillir quelques informations auprès de lui. Il ne semblait pas si bouleversé que cela par la mort de son père, mais c'était naturel car ce dernier ne prêtait plus attention à lui à cause de son travail présidentiel. Une semaine plus tard, après l'entretien hebdomadaire entre l'avocat Noé et Paul, ce dernier se fit assassiner de la même manière que son père. Nous avions pris l'opale de Monsieur le Président afin de vérifier toutes les personnes qu'il avait rencontrées dans les 24 dernières heures. Il avait vu sa femme, son fils, tous les ministres et l'avocat à son entretien hebdomadaire. Grâce à Interfield, nous pûmes sentir que les relations entre l'avocat et le président devenaient de plus en plus tendues. Tout était normal, sauf une opale, celle de l'avocat Noé. Nous repérâmes la facture du R72. En toute égalité, nous fouillâmes l'appartement de Noé. Nous lui montrâmes la facture. Juste avant de le questionner, il prit la fuite. Seulement quelques minutes plus tard, nous parvînmes à le retrouver grâce à son opale. Il était en train d'essayer d'acheter le Premier ministre grâce à un sac rempli de liasses de billets. En revanche, il n'avait plus de R72. Nous l'attrapâmes et il fut condamné à désormais vivre sans son opale, la pire punition dans notre monde. Objectif, sauver la Terre. Par Alyssa, Melek, Melissa et Zoé. Tout a commencé en 2019. La Terre est attaquée par une bactérie nommée Clisio. Elle a été créée par la pollution. Nous sommes en 2087. Le 6 décembre, cette bactérie a contaminé une grande partie de la population terrestre. Les gens contaminés sont très pâles, ils ont des cernes bleues, leurs cheveux tombent et ils ont de grosses plaques bleues sur les bras et le torse. Grâce à l'opale, les scientifiques ont pu déterminer que la Terre sera entièrement contaminée et que la vie ne sera plus possible à partir de 2088. Nico et Naya sont meilleurs amis depuis leur plus jeune âge. Ils appartiennent à la petite partie de la population qui n'est pas encore contaminée. Nico et Naya aiment tellement la science qu'ils ont déjà analysé le problème. Ils décident donc de partir à la recherche d'informations sur d'autres planètes. Ils vont alors construire un vaisseau spatial. Ils décident d'aller sur Saturne. Sur le chemin, ils rencontrent des extraterrestres. Grâce à Interfield, ils peuvent communiquer et faire connaissance. Les extraterrestres leur disent qu'un des ingrédients pour sauver la Terre est un morceau de roche de l'anus. Grâce à Interfield, ils peuvent communiquer et faire connaissance. Les extraterrestres leur disent qu'un des ingrédients pour sauver la Terre est un morceau de roche de l'anneau de Saturne. Deux des extraterrestres décident d'accompagner Naya et Nico pour les guider. Sur le chemin, dans le vaisseau, les deux extraterrestres informent nos deux héros qu'ils ont aussi besoin de la glace de Neptune. Nico et Naya, et les deux extraterrestres, débarquent sur Saturne. Directement arrivés, ils réfléchissent à un moyen de se rendre sur l'anneau de Saturne. Quand soudain, les deux extraterrestres se souviennent de leur pistolet grappin et font part de leur idée aux héros. Les deux extraterrestres les dégainent donc et appuient sur la gâchette. Ils atterrissent directement sur un bout de roche de l'anneau de Saturne. Ils prélèvent alors un échantillon, l'enregistrent de l'opale et retournent dans leur vaisseau. « Et maintenant, cap sur Neptune !» dit Nico.
Arrivés sur Neptune, ils sortent du vaisseau. Ils attendent quelques secondes et rentrent immédiatement. Ils ont oublié le froid mordant de Neptune. Quand ils ressortent, on les voit emmitouflés de grosses doudounes et écharpes. Ils sortent, une pelle et creusent le sol. Naya attrape un morceau de glace et tous retournent dans le vaisseau. Sur le chemin, Nico et Naya déposent les deux extraterrestres sur Jupiter, leur domicile. Arrivés sur la Terre, les deux meilleurs amis fabriquent immédiatement le remède de leur laboratoire. Pour que le remède soit efficace, il faut le laisser reposer au minimum 3 mois. 3 mois sont écoulés. Nous sommes le 6 juin 2088. Nico et Naya sont les deux seuls survivants. Tout le reste de la population est contaminé. Pour ne pas être contaminés, ils se sont cachés dans un bunker où ils ont stocké des provisions et leurs matériaux de chimie. Il reste 1 mois avant que la vie sur Terre ne soit plus possible. Nico et Naya décident qu'aujourd'hui était le jour J pour aller dans les entrailles de la Terre. Grâce à l'opale, ils impriment une machine capable de creuser la Terre jusqu'au noyau. Il est beaucoup plus facile d'atteindre le noyau car la bactérie a fait durcir la lave. À peine sortis de leur cachette, Nico se fait contaminer par une femme zombie. Naya, prise de peur, court jusqu'à la pesteuse améliorée. Elle commence à creuser, s'aventure dans les profondeurs de la planète et se dépêche d'aller au centre de la Terre. Une fois arrivée, elle se presse d'appliquer le remède sur les parois du noyau. Elle pense qu'il y aura un effet immédiat. Première surprise, il ne se passe rien, mais alors rien du tout. Naya pleure pendant 2 jours et 2 nuits. Le 3e jour, elle commence à remonter à la surface quand elle découvre que la lave a repris vie. Naya sèche ses larmes et veut remonter à la surface encore plus vite. Une fois dehors, elle voit Nico qui pleure doucement à côté du trou. Elle veut lui faire une blague. Elle se met derrière lui et fait une voix d'homme. « Qu'y a-t-il, jeune homme ?» Nico se retourne et voit Naya. Ses yeux dénudés d'espoir se rallument et il court embrasser Naya. Celle-ci rigole et pleure en même temps. Quand elle regarde autour d'elle, elle voit le monde comme il était autrefois. Des prairies, des arbres, des petites maisons. La pollution s'était fait détruire par le remède. La vie peut recommencer normalement. Bug par Amadou, Roman et Timothée. Marc était affalé sur son canapé, son opale à la main comme d'habitude. Il envoyait des messages à ses amis, Antoine et Cyprien. Il passa un bon quart d'heure sur son opale. Il s'ennuyait. Tout d'un coup, son opale bugga. C'était la première fois que ça lui arrivait. Il envoya un message à son ami Antoine et lui demanda « Toi aussi ton opale bug ?» demanda Marc. « Oui, c'est la première fois » lui répondit Antoine. Marc ne put continuer la discussion car son opale s'éteignit. Il sortit de la rue, affolé. Il aperçut son voisin énervé et lui en demanda la cause. Son voisin lui répondit que son opale ne marchait pas. Quelques minutes plus tard, les 3 héros se retrouvèrent dans leur repère secret. Ils travaillèrent pendant plusieurs jours, transpirant, suant, stressés par cette histoire. Après plusieurs jours de travail, ils trouvèrent une nouvelle source d'énergie, le tar. Il consistait à prendre l'énergie des êtres vivants en rapprochant son opale d'une plante ou d'un animal sans les fatiguer énormément. Grâce à cette énergie, ils reconnectèrent leurs opales et apprirent qu'un virus s'était introduit dans le système électrique du satellite qui alimentait tout le continent. Après cette révélation, ils furent surpris, tristes et en colère car ils ne pourraient plus jamais utiliser leurs opales, car l'énergie qu'ils avaient trouvée ne suffisait pas à les recharger entièrement. Marc sentait l'angoisse que ses amis ressentaient sur Interfile. Il ne savait plus quoi faire. Déboussolé, Marc lança une idée au hasard. Et si on allait aider les électriciens à réparer les satellites? Marc lui répondit que de simples enfants, comme eux, ne pouvaient changer quoi que ce soit. Mais au fond de lui, Marc trouvait que c'était la meilleure chose à faire. Mais ce n'étaient que de simples enfants. Personne ne pourrait leur faire confiance.
Ils décidèrent d'inventer une machine qui pouvait changer leur taille et leurs apparences. Marc se mit au travail. Mais avant d'essayer sur un homme, Marc devait déjà trouver un cobaye. Le cobaye fut une plante verte. Marc installa de la cabine, referma la porte, appuya sur des boutons. La machine s'enclencha, fit un drôle de bruit, comme le bruit d'une machine à laver mal calée entre deux choses. 10 minutes plus tard, le résultat était époustouflant. La plante était devenue un arbuste. Cyprien fut le premier à entrer de la machine. Le temps passait, et tous les trois furent transformés en adultes, et ils partirent pour les bureaux de la station électrique. Mais avant, ils devaient passer chez eux pour prendre leurs affaires, arrivèrent à la station et se téléportèrent sur le satellite. C'était la dernière fonction de leur opale. Une fois arrivés, ils entrèrent dans le système électrique du satellite et utilisèrent un antivirus que Marc avait inventé. Avec celui-ci, ils mirent à peine 20 minutes à le détruire. Les trois amis passèrent toute une journée sans manger et sans boire. Ils désespéraient à l'idée de ne plus pouvoir revoir leur famille. Et plus grave, ils allaient mourir de faim. Cyprien et Marc se lamentaient, tandis qu'Antoine ne perdait pas espoir. Cherchaient un moyen de rentrer chez eux ou de la nourriture. Ils avançaient en traînant, car les efforts devenaient de plus en plus difficiles à cause du manque de nourriture et d'eau. Commençant à perdre espoir, Antoine s'écroula de tristesse et de fatigue, à genoux, les mains sur le visage. Il sentait la fin approcher. Il resta accablé par leur situation jusqu'à ce qu'il distingue une petite lumière rouge qui clignotait. Il s'avança vers le faisceau lumineux. Il se rapprocha de cette lumière, utilisant les dernières forces qui lui restaient. Il ouvrit la porte et découvrit une capsule de sauvetage. Tout de suite, il reprit espoir, se releva et courut le plus vite que ses forces lui permettaient. Il rentra en trombe dans le cockpit, où étaient restés ses amis. Il leur expliqua la découverte. Tous les trois accoururent dans la salle où Antoine avait trouvé cette capsule. À l'intérieur, ils trouvèrent de la nourriture et de l'eau. Marc sauta sur la nourriture, suivi de Cyprien et Antoine. Une fois rassasiés, ils entrèrent dedans et partirent pour la terre. Une fois arrivés, ils furent acclamés comme des héros. Ils étaient émus. L'échange par Amy, Maya et Mélina. Rosalie était sur un bateau de croisière en plein milieu de l'océan Atlantique, direction l'île de Cuba. Elle était très reconnaissante envers ses parents d'avoir eu cette idée pour leurs 20 ans de mariage. Elle découvrit sa cabine qui lui servait de chambre pendant 2 semaines. Elle alla mettre ses bijoux dans le coffre-fort de celle-ci. Après avoir fait le code, elle l'ouvrit. Cependant, il n'était pas vide. Une boîte se trouvait à l'intérieur. Elle essaya d'ouvrir la boîte, mais malheureusement, elle remarqua qu'il était cadenassé. La boîte n'était pas la seule chose qui se trouvait à l'intérieur du coffre. Il y avait aussi un papier. Elle décida de le déplier. Dessus était inscrit: si tu veux ton opale, trouver la clé il te faudra. Quand elle eut fini de lire le papier, la sensation que Rosalie ressentit était très étrange. C'était à la fois de la joie, mêlée à de la stupéfaction. Elle ne tarda pas à commencer les recherches. Elle commença par fouiller sa chambre, puis les couloirs, les piscines, les restaurants, et finit par la cabine de ses parents. Leur coffre-fort comportait la clé qu'ils cherchaient. Elle se précipita dans sa chambre pour ouvrir le cadenas. La boîte s'ouvrit, elle prit son opale. Elle essayait de se connecter, mais ça ne marchait pas. Elle ne comprenait pas. Ça devait sans doute être elle qui n'y arrivait pas. Elle a donc demandé à ses parents comment il fallait faire. Ses parents lui répondirent qu'il fallait qu'elle ressente une attirance plus ou moins forte envers son opale. Elle essaya donc plusieurs fois devant eux, mais rien ne se passa. Déçue, elle retourna dans sa chambre. Elle ne comprenait pas et finit par se dire que ce n'était peut-être pas son opale. Plusieurs jours s'étaient passés. Ils arrivèrent enfin à l'île de Cuba, au port de la Havane. Un guide les accueillit avec un grand sourire pour leur faire visiter la ville. Rosalie remarqua que les guides avaient une fille d'environ son âge. Tout à coup,
Elle ressentit, elle ressentit une attirance très forte envers elle. Cela avait l'air réciproque. Plus elles s'approchaient l'une de l'autre, plus l'attirance était forte. Ça en devenait presque insupportable. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chacune comportait l'opale de l'autre de leur sac à dos. Tout d'un coup, tout s'arrêta. Rosalie ressentit une nouvelle sensation, comme un sixième sens. Peu de temps après, quand elle eut repris ses esprits, elle remarqua que la jeune fille était également dans tous ses états. Elle alla donc lui parler. « Salut, je m'appelle Rosalie, je viens de Nice et je suis là pour les 20 ans de mariage de mes parents. »« Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis la fille du guide, je crois bien que j'ai ton opale et que tu as la mienne. » Elles ressortirent leur opale de leur sac pour échanger. Quand chacune toucha son opale, elles ressentirent une chaleur les envahir. Elles se regardaient longuement, puis se dirent merci. Après avoir échangé leurs numéros, Rosalie partit visiter l'île. En fin de journée, tout le monde remonta sur le bateau, direction Nice. Quelques mois plus tard, Rosalie et Sarah étaient toujours en contact. Pour Rosalie, cette croisière avait été une des plus belles aventures de sa vie. Elle avait trouvé son opale et gagné une amitié. Et voilà. Bah, moi j'ai adoré les lire, vous lire ces petites histoires. Pour faire un retour très rapide maintenant, moi ce que je trouve génial, c'est déjà, ils ont, ces ados, ils ont, en 6e ils ont 12 ans, mais ils ont propulsé la thématique d'Interfile vraiment partout. On allait sur une île, on allait sur Jupiter, on a remonté le temps. Et justement, en fait, moi qui essaie toujours d'avoir un cadre assez cohérent, réaliste, eux ne réagissent pas comme ça en fait, et c'est très bien, c'est une liberté folle, c'est-à-dire qu'ils veulent aller dans l'espace, ils construisent une machine, ils vont dans l'espace. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, ils n'ont aucun problème pour se téléporter, par contre, quand ils vont sur Neptune, il faut qu'ils mettent un manteau parce qu'il fait froid. Et je trouve ça génial en fait, ce raisonnement qui est très différent du mien, adulte, très différent du vôtre peut-être aussi. Et en fait, ça offre une nouvelle manière de voir les choses, où ce qui va être important, c'est faut manger, faut boire, par contre se téléporter, pas de souci quoi. Et on voit aussi des thématiques qui sont très fortes, la disparition des parents. Dans une des histoires, une des adolescentes va remonter ce temps pour prévenir ses parents, sauf que c'est seule, enfin, elle remonte le temps de plusieurs époques, elle peut agir à toutes les époques, sauf celle où elle doit prévenir ses parents, et elle ne peut pas. Donc voilà, enfin, on peut imaginer plein de choses, mais il y a beaucoup de... Voilà, c'est toute la notion de l'impossibilité d'agir sur les choses qui nous sont chères aussi. Une autre adolescente voilà, se retrouve à son époque, mais en fait son esprit est coincé un an plus tôt. Donc là c'est pareil, il y a la notion de disparition, il y a beaucoup d'histoires en fait de ce recueil, il y a une notion de disparition, les parents de la... Les parents qui vont travailler à la NASA vont disparaître. Beaucoup de notions de disparition, il y a beaucoup de choses... l'humanité est très souvent en péril. Et je dors par exemple que les ados s'infiltrent chez le président, puis parviennent à feinter pour signer une armistice qu'ils envoient au président américain. Bon, je sais pas si... Enfin voilà, donc c'est... Enfin voilà, je trouve qu'il y a une créativité qui me fait un peu penser au rêve, d'une certaine manière. Et moi je trouve ça génial de pouvoir bosser avec des enfants qui n'ont pas encore... je dis pas que c'est pas bien hein, d'avoir des contraintes, mais en tout cas qui n'ont pas cette inhibition et qui ont vraiment une créativité qui s'embarrasse peu de la cohérence. C'est pas grave, c'est pas important. L'important c'est d'avoir du plaisir à écrire et je suis très content qu'en 6e ils puissent avoir du plaisir à écrire et je suis content qu'à travers mes histoires ils aient pu avoir du plaisir à écrire. Je pense, je souhaite. Les retours que j'ai, c'est que oui, ils ont beaucoup aimé ça. Je pense qu'ils sont aussi contents que je lise leurs textes et que je les mette en avant parce que moi j'estime que c'est important. D'ailleurs, vous aussi, hein, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, ce qui vous a plu, parce que je suis sûr qu'eux liront ces commentaires-là. Moi, je vais envoyer via YouTube à la classe, comme ça ils pourront voir à la fois ma lecture et vos retours. Donc, n'hésitez pas aussi. Et puis voilà, j'espère que ces aventures-là se reproduiront, parce que je trouve ça génial de bosser avec des enfants. C'est très enrichissant, c'est très challenging, parce que justement c'est très surprenant en fait, on ne s'attend pas
du tout à ce qu'ils partent dans une direction, ils vont dans une autre, ils sont très créatifs. C'est des sixièmes, peut-être que quand ils sont plus âgés, il y a plus de réserve, mais là, il y a vraiment cette explosion de on écrit ce qu'on veut, on se fait plaisir, et ça, c'est rafraîchissant en fait. Voilà, bah, j'espère que ces lectures vous ont plu, ce petit message à la fin aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis voilà, si vous voulez échanger, si vous-même vous êtes prof et que vous voulez qu'on fasse des ateliers comme ça, mais c'est avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter à peu près par tous les médias possibles. Et à très bientôt. Salut!